Paris Gentleman est un site internet qui a été créé comme un blog en 2009, en janvier 2009, donc ça fait un petit peu plus de presque 7 ans maintenant. C'est un site internet qui a commencé comme un blog sur l'éducation vestimentaire parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai besoin dans le domaine et que de plus en plus, toute génération confondue, et c'est ça qui est passionnant, les hommes se réintéressent à leur style et le fait de se sentir bien beau et à son avantage n'est pas uniquement un attribut féminin. J'ai décidé de combler un vide de manière complètement fortuite et modeste au début, et puis ça a accroché très vite, et c'est devenu petit à petit un... Alors j'aime pas trop le mot magazine en ligne parce que c'est un peu pédant, mais en tout cas c'est devenu un média à part entière qui est, je pense, connu, lu et reconnu en France, mais maintenant aussi dans le monde entier, puisqu'on a un lectorat important aux États-Unis, en Angleterre, en Espagne, en Italie. Grâce à des gens comme vous, comme nous, comme une dizaine d'autres peut-être, on va dire, en France et ailleurs et dans le monde, tout ce contenu éditorial, tout ce travail qu'on a fait les uns les autres, avec des idées, des business models, des ambitions, des initiatives différentes, mais enfin, quand même, on a tous ramé dans le même sens, en faveur de la qualité, en faveur du travail bien fait, en faveur d'un retour à une connaissance du produit, en faveur d'une éducation vestimentaire. Tout ça, c'est devenu un challenge pour les marques, toutes puissantes. Je vous rappelle quand même, vous êtes un peu jeune pour ça, mais dans les années 80-90, peu de gens s'intéressaient à l'aspect technique d'un vêtement, peu de gens se posaient même la question de savoir où c'était fabriqué, ça n'intéressait personne, on était dans l'hégémonie absolue du lavage de cerveau, avec des marques qui montraient leurs biceps, et qui, au sens propre comme au sens figuré d'ailleurs en l'occurrence pour certaines, et qui en fait étaient toutes puissantes sur un marché, sur le marché du marketing moderne, c'est-à-dire qu'en gros, ce qui est vu et ce qui est lu et vendu, c'était le grand paradigme des années 90. Bon. On est allé au bout d'un mode de communication des marques. Les années 80 et 90 ont été l'ultime. Vous savez qu'une marque dite de luxe, elle a 3 marchés. Elle a le marché de l'ultra-luxe. Vuitton, mal sur mesure, 35 000 € sur commande, 1 an d'attente. Elle a le marché dit de luxe, donc là, inaccessible le premier, l'ultra-luxe, important pour l'image. Elle a le marché après du luxe, entre guillemets, accessible, enfin quand même réservé à une certaine certains segments de la population, le sac Vuitton à 2 000 €, il faut faire la queue devant le magasin, rue Georges V, etc., etc., ou le tailleur, ou la veste, Yves Saint Laurent, que sais-je, à 2-3 000 €. Et dans les années 80-90, ils ont inventé le luxe accessible, pour que chacun ait sa part du rêve, donc le parfum de la lunette. Quand ils achètent la part du rêve, après, c'est quoi l'étape d'après? C'est justement d'essayer de conjurer le sort de notre, de notre condition de pauvre mortel et d'essayer de s'acheter ce qu'on achète quand on achète une marque. On achète cette part d'éternité, on achète cette profondeur temporelle. C'est pour ça que tout le monde se bat pour être established since 1800 ou 1900 quelque chose, parce qu'on a envie justement d'aller conjurer ce manque de substance du monde dans lequel on vit par une dimension temporelle, par une épaisseur qu'on va aller chercher dans une marque. Aujourd'hui, les gens se sont rendus compte petit à petit que c'était plus là qu'on allait le chercher, qu'on allait chercher cette espèce d'antidote au vieillissement, cette espèce de part, comme disait Charles Baudelaire, être moderne, c'est être capable d'attraper ce qui est éternel dans ce qui est transitoire. C'est-à-dire que tu as cette modernité qui ne se démode pas et qui va traverser les âges. Voilà. Aujourd'hui, donc il y a cette réponse un petit peu, excusez-moi, philosophique, sociologique, qui, à mon avis, est un changement d'attitude. Et puis, il y a l'événement du monde digital, l'Internet, avec l'hyperspécialisation sur les sujets. Quand tu as un média qui regroupe 200 000 personnes par mois et qui ne parle que du costume, inévitablement, tu as un regain d'intérêt sur le sujet. Parce qu'un lecteur va en parler à 2 autres personnes, qui vont en parler à 3 autres personnes. Voilà. C'est un peu une réaction, à mon avis, à cette virtualisation du monde qui fait qu'on va plus vers des choses tangibles. Et la qualité fait partie de ça. Et quand on a touché un beau costume, un beau cachemire, une belle laine, une belle épaule, et qu'on a touché à ça, c'est dur de faire machine arrière. Depuis les années 2000, 2005, ça a commencé à bouger. On a senti une espèce de sursaut, comme ça, grâce, encore une fois, à l'Internet, à la blogosphère, à des gens qui ont commencé... Alors ça a commencé sur des forums comme le London Lounge,
à Londres, comme Ask Andy About Clothes aux États-Unis, qui est une espèce d'ancêtre maintenant, qui est un peu suranné, etc., mais quand même au début, comme le Style Forum qui a suivi derrière, où des hommes qui s'intéressaient un petit peu plus à la chose vestimentaire se sont réunis, se sont groupés en communauté, etc. Et puis après, ça a été l'émergence de gens comme nous, comme Permanent Style à Londres, comme Suitable Wardrobe aux États-Unis, comme Bonne Gueule en France. Voilà. Et on a tout de suite vu qu'il y avait un lectorat pour ça. Donc qu'est-ce qui a changé? Je dirais depuis 5-6 ans, presque tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la cible des gens qui sont intéressés par le vêtement masculin, ils ont de l'éducation. Et ces gens-là, petit à petit, sont en train de se déplacer. Le centre de gravité s'éloigne des marques pour revenir vers le produit. En tout cas, moi, c'est ce que j'aimerais. C'est le but de tout ce qu'on fait, c'est de dire arrêtez de donner votre argent à Hugo B, à Giorgio A ou à Ralph L et essayez de comprendre un petit peu ce qu'il y a derrière, etc. Donc aujourd'hui, la relation entre des gens comme nous et ces grands groupes ont complètement changé. Quand on explique sur Parisian Gentleman que la guerre de l'entoilage est déclarée, c'est un de nos fameux articles, en expliquant que même chez Suit Supply, le grand méchant Suit Supply, qui est une boîte hollandaise, qui est un succès mondial, qui est génial. Enfin, je veux dire que j'ai rien à dire contre Suit Supply. Même s'il y a certains produits qui ne sont pas de qualité égale, c'est quand même une réussite d'abord entrepreneuriale magique. Et puis c'est surtout, pour des gens qui démarrent, avoir à 500 €, tu as un costume entoilé, ils ont une politique de retour qui est juste royale. Enfin, voilà, bon. Donc, les marques de prêt-à-porter, sous l'impulsion de gens comme nous et d'offres qui ont vraiment révolutionné le marché, Suit Supply, Budgie, Milano par exemple, excellent exemple qu'on connaît bien tous, qui sont arrivés avec un autre business model, des collections faites 2 ans à l'avance, des achats de tissus par centaines de milliers de mètres, donc des prix complètement accessibles, un positionnement dans les aéroports et la possibilité d'avoir chez Budgie un truc entoilé pour 700 €, 600 €, 700 € et en solde 400 €, 300 €. Bon. Donc tout a changé. La qualité monte et bizarrement le rapport qualité-prix s'est recadré. C'est-à-dire que les gens qui vendaient des costumes thermocollés à 2500 € sur des grandes marques, ça n'existe plus. En revanche, des maisons qui font un produit de très bonne qualité en dessous de 1000 €, c'est devenu, on n'a jamais eu autant de choix. Enfin, je veux dire, c'est invraisemblable. Il y a vraiment une montée en gamme globale de tout le marché. C'est super excitant pour nous parce qu'on commence à se marrer quoi, et à s'amuser, c'est intéressant. Même à 800 €, aujourd'hui, ce que tu as à 800 € quand tu es un homme, tu ne l'avais pas il y a encore 1 an et demi, à mon avis, 2 ans. Et c'est une vraie compétition et c'est au bénéfice du consommateur, à mon avis. J'ai eu la chance d'être approché par Thames & Hudson, qui est pour moi qui est une institution du beau livre, qui a, pour les initiés, qui a publié par exemple tous les travaux de James Sherwood sur Savile Row, sur The Perfect Gentleman, qui est un des plus grands éditeurs d'art mondiaux et qui fait du beau livre quoi, à l'ancienne, avec du temps, à l'anglaise, etc. Donc je suis contacté par Thames & Hudson il y a 2 ans maintenant et qui me disent voilà, on voudrait développer avec vous Hugo, pas simplement un livre mais une collection, un travail sur le style masculin, on sent qu'il y a un marché, les gens s'y intéressent. Et puis bizarrement, le beau livre se vend encore. C'est assez paradoxal, mais dans un monde qui se désincarne, les gens ont besoin d'objets. Mon livre, il fait 2,6 kg. C'est une espèce d'objet lourd, comme ça. Et il ne fait pas 2,6 kg parce qu'on a mis du plomb dedans. Hein. Il fait 2,6 kg parce qu'il fait 256 pages sur un beau grammage, avec un vrai travail comment dire, de choix de papier. Enfin, c'est un objet de luxe, un tout petit peu, qui est vendu presque 60 €. Donc c'est un livre qui est cher, mais qui a été donc écrit, qui est un peu, on va dire, la substantifique moelle, si ce n'est l'exégèse de ce que je fais depuis 6 ans en ligne. J'ai essayé de rassembler au cœur de cet ouvrage qui s'appelle Parisian Gentleman, donc qui est vraiment un travail sur le style parisien, le style français, tout ce que je savais, tout ce que j'ai appris, tout ce que j'aime, tout ce que j'ai choisi, dans un ouvrage de 256 pages avec des choix difficiles, avec des choix cornéliens, parce que j'avais la place pour faire, je voulais vraiment rentrer dans l'histoire, dans l'ADN d'une vingtaine de maisons parisiennes qui pour moi représentent le vrai style masculin français. Et voilà, et donc ça a donné cet ouvrage qui est un travail d'écriture vraiment, je crois, différent que ce que j'écris sur Parisian Gentleman. J'ai essayé de me mettre dans une optique de longévité, c'est-à-dire que j'ai essayé d'être, alors je n'ai pas la prétention d'être Baudelaire, mais d'être moderne, c'est-à-dire d'essayer
d'attraper dans toute cette offre stylistique parisienne ce qu'il y avait d'éternel, dans ce qu'il y avait de transitoire. Donc on a des choses éternelles en France. On a Charvet, place Vendôme, qui faire la liste des clients célèbres et influents de Charvet, c'est impossible parce qu'il est plus facile de faire la liste des gens influents et célèbres depuis la fin du 19e siècle qui n'ont pas été clients de Charvet. C'est un livre qui a été mis en image par mon ami Andy Julia, avec qui j'ai créé PG il y a 6 ans, qui est mon compagnon de route. On est des gens fidèles, c'est un peu notre marque de fabrique. On a des choses immortelles parce qu'on a des tailleurs de génie en France, on a bien sûr Chiffonnier, Kanz et Lucas, Malto, mais on a aussi une école française du soulier qui est géniale. Enfin, je veux dire, on a Pierre Cortet, on a Berluti, on a Aubercy, on a Weston à Limoges qui est une maison magnifique, on a John Lobb bien sûr, parce que comme les gens ne le savent peut-être pas, John Lobb est français, et pas français depuis que Hermès a racheté en 1976. John Lobb, l'atelier de Paris, a été créé en 1902. Donc John Lobb est français depuis beaucoup plus longtemps. Il appartenait à une famille anglaise, mais l'atelier en France date du début du siècle. Il a été racheté simplement par la famille Hermès en 1976, qui n'a rien touché, hein, qui a gardé cet atelier mesure, mais qui a lancé ensuite le prêt-à-porter. Donc ce livre, c'est une tentative, sans doute, j'espère réussie, de capter cet esprit parisien, ce style parisien, et surtout de venir corriger et de balancer, c'est la première phrase de mon livre où j'explique que ce livre vient réparer une injustice. Paris, la capitale de la haute couture, est célébrée, adulée dans le monde entier pour son rôle prédominant dans l'élégance des femmes. Chanel, Dior, Yves Saint Laurent, tout le monde connaît ça dans le monde entier. Cette prédominance de la figure féminine donc dans l'élégance parisienne est venue jeter un peu une ombre sur un autre versant de ce que j'appelle notre trésor national, qui est ces artisans fabuleux qui travaillent eux aussi, mais dans l'ombre, ou avec des noms moins connus et avec des trajectoires moins tapageuses que les grands créateurs de mode. Ils ne s'appellent pas ni Lagerfeld, ni Hedi Slimane, ni Marc Jacob, mais ils s'appellent Lorenzo Cifonelli, Jean-Claude Colban chez Charvet. En France, on est quand même coincé entre deux trucs énormes, quoi. Enfin, je veux dire, on a l'Angleterre au nord et l'Italie au sud, et on est pris en sandwich, quoi. On est au milieu, avec au nord cette tradition extraordinaire britannique qui a inventé le costume moderne. Je vous rappelle que Georges Brumel, qui a simplifié le costume, était anglais, et c'est lui qui a dit on arrête les collants, les jaquettes, les perruques, etc. et on fait une veste et un pantalon. C'est lui qui a inventé le costume moderne et l'hégémonie de l'art tailleur était britannique jusque, on va dire, dans les années 30. Donc on a cette tradition anglaise. Tous les tailleurs ont été formés en Angleterre. Même les tailleurs français, Chiffonnier ont été formés en Angleterre, les grands tailleurs italiens ont tous formés en Angleterre. Rubinacci s'appelait The London House, alors qu'ils étaient à Naples. Et ils n'avaient jamais foutu les pieds en Angleterre en l'occurrence. Voilà. Mais tout le monde allait se former à Londres. D'ailleurs, chez Chiffonnier, on prend les mesures en inch encore. C'est une tradition. Voilà. Le costume anglais, très traditionnel, très, understated, comme on dit. Il n'y a pas de mot en français pour ça. Très discret, l'épaule naturelle, un peu structuré. Ça vient du tailoring militaire, etc. Et on fait tout pour surtout pas se faire remarquer, être très conservateur. Hein. Le fameux adage sur Savero, c'est de dire si quelqu'un vous fait un compliment sur votre costume, c'est que le tailleur aura fait un mauvais travail. Bon, ça c'est un peu une légende parce que tout le monde est vachement content quand il a un compliment sur son costume, mais c'est un autre sujet. Et puis au sud, on a le contraire. On a les Italiens, la sprezzatura, la liberté de mouvement, les gens qui parlent avec les mains, et toute une école qui a essayé de déconstruire le costume anglais. Hein. C'est-à-dire Vincenzo Attoli d'un côté, Angelo De Blasi de l'autre côté, j'explique tout ça dans le livre. Voilà. Et donc on a, entre l'austérité anglaise et la liberté et l'exubérance italienne, qu'est-ce qu'on fait nous au milieu? C'est le sujet de ce livre. Nous on rajoute cette sophistication parisienne, cette modernité, cette chose très très parisienne. Et quand je dis parisienne, c'est pas obséquieux et c'est pas du tout... je ne fais pas œuvre de parisianisme en disant ça, mais le style masculin français, c'est le style qu'il est né à Paris parce que c'est là que les maisons de couture sont et c'est là, entre guillemets, que les gens et les ateliers travaillent. C'est un travail à la fois historique, stylistique et puis un peu, j'espère, émouvant sur des histoires que peu de gens savent. L'histoire de Charvet, très peu de gens la connaissent quand le général de Gaulle fait appeler le ministre de l'Industrie en 1967 parce que les héritiers de Charvet ne s'intéressent plus à la chemise et veulent vendre à des Américains. Et le ministre de l'Industrie donc appelle M. Colban, qui à l'époque était un fournisseur de soie pour Charvet,
et lui dit voilà, le général de Gaulle refuse que Charvet soit vendu aux Américains. Donc achetez Charvet. Et le mec lui répond, Monsieur Colban lui répond, bien, bien mon général, mais avec quel argent? Et évidemment, l'État français a fait en sorte que la famille Colban puisse racheter ça. C'est une histoire absolument magique qui a fait que maintenant Jean-Claude Colban, qui est toujours avec sa sœur à la tête de Charvet, n'est pas simplement un propriétaire d'une marque, d'une maison, il a investi d'une mission, quoi. Les gens ne savent pas comment Arturo Cefonelli a habillé les plus grands de ce monde. À Cinecittà, à l'époque, les plus grands artistes d'Hollywood étaient à Rome. Donc on a des photos de James Stewart qui porte du Cifonelli, enfin, des trucs absolument étonnants comme ça. Voilà. Donc ce livre, c'est le résumé de 6 ans de recherche, de travail, de passion. Et je pense que c'est enfin, j'espère qu'on a livré, que j'ai livré avec Andy un objet qui rend grâce à ces gens.